Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. J'espère que vous allez bien, que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle journée, surtout que la rentrée est proche et que nous sommes soucieux de votre bien-être à vous à la maison. Nous avons décidé aujourd'hui d'inviter dans cette émission Madame Ange Tetekoué. Elle est éducatrice spécialisée et avec elle, nous allons apprendre comment bien préparer son enfant à l'entrée en maternelle. Mais avant cela, avec Gisèle, nous allons découvrir encore plein de choses avec elle à l'hôpital. Et ils sont là sur ce plateau avec moi, ceux qui viennent souvent, vous le savez, les jeudis. C'est Jacques et Gisèle. Bonjour Gisèle. Bonjour Blondine. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais bien. On dirait que je suis ton mari. Bonjour Blondine. Ça va? Jacques, c'est que j'avais dit. Jacques, c'est quoi? C'est comme ça, un problème. C'est comme ça qu'on se Ah, laisse. On ne peut plus, on ne peut plus admirer ça, Navi. Non, c'est juste un avertissement. Non, ou encore Jacques. Juste attirer votre attention. Oui, bonjour Gisèle. Mais quand je vois... Chers téléspectateurs, j'espère qu'ils vont bien. En tout cas, moi, c'est le bien-être. C'est le bien-être. Tes yeux. Jacques, laisse-moi tranquille. En tout cas, Gisèle fait le bien-être chez toi. Eh bien, je vais parfaitement bien, je dirais. Je vais merveilleusement bien, tel un prince charmant en vacances sur les îles. N'est-ce pas? Je ne sais quoi, les îles Caraïbes, pourquoi pas. Peut-être que j'y ferai un tour un jour, qui sait. Eh bien, ce matin, je dis particulièrement bonjour à tous nos candidats aux examens de fin d'apprentissage. Donc, beaucoup de courage, de force à vous. Voilà, ne stressez pas, ne paniquez pas. Et puis, la réussite sera de votre côté. C'est juste quelques formalités. Hein. Sinon, je sais que vous avez déjà le métier au bout des doigts. Est-ce que vous voyez? Et puis, par la même occasion, dire bonjour aux couturiers, aux tailleurs. Voilà, parce que en 7 ans, c'est eux qui sont à l'honneur avec de faux rendez-vous. C'est eux les maestros. C'est vraiment eux les maestros. Faut les dorloter, sinon ça peut te laisser. Ça va vous laisser. Ça peut te laisser. On te dira, viens demain tu viens à 10h. Tu arrives à 10h, mais tu appelles, tu dis, oh patron, accorde-moi juste 1 heure de temps. C'est juste les boutons, ils restent là. C'est parti en suffilage. Vraiment, beaucoup de courage à vous. C'est vrai qu'il y en a qui veillent toute une nuit pour essayer de confectionner toute cette tenue-là. Donc, beaucoup de courage, de force à vous. Je vous aime. En tout cas, beaucoup de force et de courage également à tous ces parents-là qui s'attellent à ce que la rentrée soit effective ce lundi 16 septembre 2024. Parce que dans la sous-région, je pense que en Côte d'Ivoire, ça a déjà démarré. Bientôt, c'est ici. Bon. Bonne chance à tous les parents également. On vous porte dans nos cœurs, on vous fait de gros bisous ce matin. Et donc, le décor étant planté, nous allons démarrer cette émission avec la causerie. Comme vous le savez aujourd'hui, le thème c'est s'abstenir jusqu'au mariage. Qu'en pensez-vous? Bang, bang, bang. Bon, chacun concentré sur je ne sais quoi. Non, en fait, c'est vrai que quand le thème est sorti en même temps, on se pose la question qui va se jeter à l'eau. Mais je pense que c'est les femmes qui doivent se jeter à l'eau pour ce thème, parce que quoi? Elles sont les plus concernées. Pourquoi les hommes ne sont pas concernés? Depuis l'enfance même, je pense que ce sont des notions qu'on inculque souvent à la femme. Que Bon, bref. Ce matin-là, je ne veux même pas parler. Je pense que d'une part, Jacques a raison. Parce que quand on parle d'abstinence, la plupart du temps, on est focus sur les femmes. C'est vrai que les hommes aussi ne sont pas épargnés quand même. Mais c'est plus les femmes. Pour moi, c'est plus les femmes. Parce que s'abstenir jusqu'au mariage, moi je dis que ça a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages que ça peut avoir pour moi, c'est beaucoup plus sur le plan spirituel. Parce que spirituellement, quand on sait tous que les relations sexuelles, ce sont des partages d'énergie, ce sont des partages de, c'est pas, d'ondes, que ce soit négatif ou comment dire ça, positive. Positive. Donc
pour se donner à quelqu'un, il faut vraiment mesurer l'ampleur de la chose. Qui est cette personne-là à qui je veux me donner? Sur quelle base est-ce que je veux me donner à cette personne? Il faut beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Et toujours spirituellement, si je te donne à la mauvaise personne, spirituellement parlant, il faut savoir que ton avenir est hypothéqué en quelque sorte. Et toujours spirituellement, beaucoup de couples que moi j'ai eu à observer ou bien à voir qui ne se sont pas connus sexuellement avant de se marier, moi je peux dire que il y a une certaine grâce, qu'on constate dans ce couple-là. On peut dire qu'il y a la main de Dieu ou bien une certaine faveur de Dieu qui accompagne ce couple. En tout cas, moi, personnellement, j'ai eu à le remarquer. Ça, c'est selon toi? C'est selon moi, j'ai eu à le remarquer. Et je pense que si on va interroger les gens spirituels, ou bien on va interroger nos religieux, on peut quand même entendre beaucoup de choses nobles, beaucoup de choses avantageuses dans ce sens. Maintenant, revenons à la réalité. C'est-à-dire ce que nous vivons chaque jour. On remarque que non seulement, ça c'est l'avantage que je viens de donner maintenant. L'inconvénient, c'est que quand on ne se découvre pas, on ne se connaît pas sexuellement et qu'on se marie, la plupart ou bien la majorité des problèmes qui peuvent surgir au sein de ce foyer-là vont avoir un lien avec le fait qu'on ne se connaissait pas sexuellement. Pourquoi? Parce que le corps de la femme est complexe. Très complexe. Nous les femmes même n'arrivons même pas à vraiment connaître nos corps. Donc si on ne sait pas se connaître un peu avant de rentrer dans le mariage, je peux dire que les problèmes vont surgir de tous les côtés. Supposons que la femme, puisqu'elle n'a pas eu le temps de découvrir son corps, elle est frigide peut-être, ou il y a quelque part, il y a une zone érogène qu'on doit toucher, que le mari doit connaître et toucher pour qu'elle puisse avoir du plaisir ou bien atteindre son orgasme. Mais puisqu'ils ne se sont pas essayés, ils ne savent pas s'ils sont compatibles sur ce côté-là. Peut-être que l'homme, lui, il n'aime pas peut-être ce que la femme aime, sexuellement parlant. Et ça peut créer beaucoup de quiproquos, beaucoup de problèmes au sein du foyer. Il y a aussi l'aspect je ne sais pas, peut-être ça, ce sont les spécialistes qui peuvent vraiment, se prononcer sur le sujet. Il semble que peut-être à un âge donné, si sexuellement on n'est pas active, ça peut créer des problèmes aussi. Peut-être au niveau de la conception, peut-être au niveau du corps même de la femme, du développement du corps même de la femme. Donc moi je me dis que ça va de soi. C'est que ce soit abstinence avant le mariage ou découvrir le sexe avant le mariage, ça a les avantages et les inconvénients. Lorsqu'on découvre aussi le sexe avant le mariage, ça peut être que moi ce qui me peine un peu sur le côté où on dit qu'on doit se découvrir sexuellement avant le mariage, c'est que si tu n'es pas sûr que cette relation que tu es en train de construire va aller bon port ou bien va aboutir au mariage et que tu te donnes à cette personne et que ça ne marche pas, pour moi, c'est un peu délicat. Parce que si tu vas changer peut-être 5, 6, 7 partenaires avant de trouver le bon et de se marier, ça veut dire que tu vas te donner à tous ces hommes-là. Ça aussi, c'est un gros point d'interrogation. Moi, je trouve que nous, en tant que femmes, puisque le sujet nous intéresse plus, il faudrait qu'on réfléchisse beaucoup. Quand on est dans une relation et que le problème de sexe se pose, le problème de se découvrir avant le mariage ou ne pas se découvrir avant le mariage se pose, il faudrait qu'on se pose des bonnes questions pour savoir l'homme avec qui je suis, est-ce que, et pour tirer la bonne conclusion pour notre propre vie. Je pense que je vais m'arrêter là, laisser le soin à Jacques de continuer. Merci. J'ai écouté religieusement Gisèle dans son développement. Il y a une partie là où je ne suis pas d'accord. Elle dit, c'est son point de vue, c'est mon point de vue aussi. Elle dit
qu'elle a pris le soin d'observer ces personnes-là qui se sont abstenues jusqu'au mariage. Et elle a constaté qu'il y a comme une grâce, une main du Tout-Puissant qui couvre ces personnes. Moi, je dis c'est à relativiser parce que il y a des personnes, c'est pas forcément s'abstenir jusqu'au mariage qui est synonyme d'avoir la constance ou la protection, la grâce de Dieu sur soi et sur son couple. Hein? Non, je n'ai pas dit. Voilà. Non, je n'ai pas dit que. Non, c'est pour amener les gens à mieux comprendre la nuance entre. Non. Il y a une grâce spéciale, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est la même chose. Tout être humain ou bien chaque personne a une grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Mais le sexe, c'est quelque chose de très particulier. Moi, je n'ai pas Dieu a préconisé la sanctification avant le mariage. Tout ça, c'est religieusement. C'est quoi j'ai relativisé? J'ai dit que pour ces gens-là qui sont abstenus avant d'entrer dans le mariage, il y a une certaine grâce spéciale qui sont sur eux, qui ne sont pas forcément sur ceux qui se sont connus avant d'entrer dans le mariage. Ça, c'est sur le plan spirituel. Donc, je te laisse continuer. Moi, je tente de rectifier. Ouais, moi, je dirais toujours que c'est à relativiser. C'est à relativiser. Maintenant, venons au sujet. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, le sexe est devenu, je dirais, un produit commercial, comme les petits colas qu'on étale au bord de la route, que tout le monde peut acheter facilement, à 100 francs, 50 francs même facilement. Et ça pose des questions, ça doit nous amener à réfléchir. Pour moi, s'abstenir jusqu'au mariage n'est pas utile. Et pourquoi? Je m'explique. S'abstenir jusqu'au mariage, c'est vrai que les religieux, peut-être que les religieux ne seront pas d'accord avec moi, ça c'est aussi un autre sujet, mais je me dis que les religieux, c'est un code en fait qui a été mis en place pour amener le peuple de Dieu à renouer une certaine connexion avec le Père créateur et d'amener le peuple de Dieu également à savoir comment faire les choses. Maintenant, s'abstenir jusqu'au mariage, je vais encore le dire, c'est un code pour éviter à ce que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu n'aillent pas au sexe à tout va quoi, ou encore à la va-vite quoi. Voilà, maintenant, quand je reviens en profondeur sur le sujet, je peux me dire que s'abstenir jusqu'au mariage, pour moi, très souvent, nous prenons le mariage comme une réussite totale. Quand quelqu'un dit, elle s'est mariée, c'est comme si tu as atteint le sommet de la pyramide et tu as atteint une réalisation parfaite. Alors pour moi, s'abstenir jusqu'au mariage, c'est s'abstenir jusqu'à la réalisation de ses projets. Si tu sais que tu as de vrais projets, des projets d'envergure, tu as besoin de concentration, tu as besoin d'être beaucoup plus focus sur tes projets, tu t'abstiens pour l'atteinte de tes objectifs. Et après ça, bon, si tu veux consommer, tu consommes quoi? Est-ce que vous voyez? C'est tout comme le mariage. D'ailleurs, même quand on parle de la consommation, c'est le premier jour des noces, là, on parle de la consommation. Sinon, sans ça, le mariage n'est pas encore consommé. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont atteint le but visé. Et en ce moment, le soir, là, on peut parler de consommation quand ils font la découverte de ces deux personnes. Ils se découvrent en fait. Maintenant, et je ne suis pas d'accord parce que c'est pas... il faudrait qu'on amène les gens à comprendre pourquoi on leur demande de s'abstenir jusqu'au mariage. Il y en a... J'ai donné la réponse. Il y en a qui pensent que le fait de ne pas s'abstenir jusqu'au mariage, c'est un gros péché ou bien bon, c'est quelque chose à diaboliser ces personnes-là. Et c'est là, moi je dis, je ne suis pas d'accord. Parce que s'abstenir jusqu'au mariage ne définit pas la réussite. Mais plutôt, je dirais, ça aide à canaliser les gens. Maintenant, sous un autre angle, s'abstenir jusqu'au mariage, c'est pour aider les gens à éviter sur le plan santé, c'est pour amener les gens à éviter un certain nombre de maladies. Parce que quelqu'un qui découvre très tôt les rapports sexuels, cette personne-là est beaucoup plus exposée à plusieurs maladies. Il y a les IST, il y a les MST, il y a même d'autres infections qu'on ignore. Et puis, nous ne sommes pas sans savoir aussi, je pense qu'on a fait le sujet là une fois, que ces personnes-là qui s'adonnent aux relations sexuelles précoces sont exposées également à certaines maladies. Alors,
s'abstenir jusqu'au mariage, ça vous permet en fait d'éviter ces maladies, de réduire un peu le risque. Voilà, si je vais le dire ainsi. Maintenant, est-ce que dans notre contexte actuel, ce sujet-là, ce principe-là est encore d'actualité? Est-ce qu'on va brandir ça comme une règle d'or? Moi, je dis non. C'est à relativiser, c'est beaucoup plus aujourd'hui amener les gens à comprendre la chose autrement. Parce que si on ne comprend pas aujourd'hui s'abstenir jusqu'au mariage autrement, je nous assure qu'on induit les gens en erreur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des gens qui ne sont pas épanouis dans leur foyer. On a des gens qui se font la guerre tout le temps. On a des gens même qui se détestent eux-mêmes parce que ils n'ont pas pu respecter la loi, ou encore ils l'ont respecté, mais après se sont sentis, comment il va dire ça, se sont sentis offensés. Ils sont devenus victimes après. Et c'est là ça cause la frustration. C'est là ça cause le problème. Parce que ces personnes n'avaient pas compris le bien fondé de la chose. Alors aujourd'hui, moi je dis que personne ne me dise s'abstenir jusqu'au mariage est la règle d'or. Non. Plutôt amener les gens à comprendre pourquoi on souhaiterait que la personne s'abstienne jusqu'au mariage. Maintenant, faire comprendre également à la personne, écoute, tu sais, si tu arrives, s'il arrivait que tu découvres le sexe avant le mariage, comprends que voilà comment ça fonctionne et tu devrais réorienter ta vie. Que d'être là à cataloguer ces personnes. Je m'arrête là. Ok. Oui, vas-y Gisèle. Ben, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de choses, ou bien il y a beaucoup d'associations, d'ONG, de je ne sais pas quoi, qui œuvrent dans ce sens pour éduquer sexuellement les jeunes. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, l'abstinence n'est plus une règle d'or, comme Jacques le dit. Personne ne le brandit, hein, comme quoi il faut forcément s'abstenir jusqu'au mariage. Si on prend le cas des églises, des religieux et tout ça là, on comprend que eux, parce qu'ils suivent, comment dire ça, ils suivent, c'est pas les textes bibliques, et c'est en fonction de cela qu'ils enseignent les fidèles à faire ce qui est bien. Jacques l'a dit tout à l'heure en disant que c'est un code selon eux. Et lui-même, il a dit que selon ce code-là, c'est peut-être... Non, selon moi. Selon moi. Ok. Que ce code, selon lui, ce code permet à ce que quand tu as un projet, par exemple, tu puisses aller au bout de ce projet-là. D'office, ça veut dire que si tu faisais le sexe, ça va ralentir ce projet. Ou ça va détruire il se peut que moi je me dis peut-être, hein, comme tu l'as dit dans ton intervention la toute première fois, tu disais en fait qu'il y a des personnes qui se découvrent très tôt, mais ne finissent pas forcément ensemble. Quand tu te remets avec une autre personne, tu es obligé de coucher avec cette personne et ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que spirituellement, c'est des énergies qui se mélangent et ça peut être un blocage. Là, comme ça, je peux dire que oui, pratiquer l'abstinence peut permettre à ce qu'on puisse atteindre ses objectifs. Parce que dès que tu commences, on l'apprend, hein, on sait que nous tous, moi, il y a une personne qui a une fois été à l'église, qui a eu à avoir des enseignements sur ça. On a souvent l'habitude de nous dire que dès que tu commences la fornication, sache que tu es ouvert à recevoir des esprits, à recevoir assez de choses. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de t'abstenir et de voir en quelle mesure tu peux évoluer par rapport à tes projets. Mais ça ne demeure pas forcément une obligation. Exactement. Je pense que c'est... comment je vais le dire, c'est plus... c'est une recommandation. C'est un conseil. Un principe de vie. C'est un principe. Parce que quand toi-même, tu constates que... Il y a même des gens, qui commencent. Mais arrivé à un moment... Qui arrêtent. Parce qu'elles se disent, dès que cette personne est rentrée dans ma vie, dès qu'on a commencé par coucher ensemble, rien ne va. Plus rien ne va dans ma vie. Donc, j'ai compris que c'est sa présence qui est en train... de me bloquer sur certains plans. Exactement. Donc, si tu permets rapidement, je vais profiter. Tu as touché un point qui me tient à cœur. Je voudrais attirer l'attention également de nos amis jeunes. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde, comme je l'ai dit, tout le monde s'intéresse à l'acte sexuel, mais il faudrait qu'on ait des réflexions beaucoup plus poussées. Si vous refusez de vous abstenir jusqu'au mariage, faites quand même un bilan
périodique avec la personne avec qui vous couchez ou vous êtes ensemble. C'est-à-dire, est-ce que quand je couche, depuis que je sors avec cette personne, nous couchons ensemble, est-ce que j'arrive à évoluer? Est-ce que j'arrive à atteindre mes objectifs? Est-ce que j'arrive à faire un certain nombre de choses? Et quand ce n'est pas le cas, il faut quand même se poser des questions, il faut une introspection. C'est important parce que parfois on ne prend pas ce facteur-là en compte et on pense que non, que c'est la nature, alors que c'est faux. L'autre aspect aussi, c'est qu'il faut arriver à dire à certaines personnes que quand vous mettez ensemble et que vous sentez l'envie par moment, il faudrait que les deux personnes, que ce soit consentant en fait, que les deux personnes s'accordent, acceptent d'aller au sexe. Parce que dans certaines relations, à un moment donné, le monsieur dit qu'il a envie, mais la femme lui dira non, tu sais, c'est jusqu'au mariage. Et à un moment donné, il y a vie, c'est-à-dire que le monsieur va cogner ailleurs, mais il revient, il dit à la femme que non, je suis fidèle à toi. Soit c'est la femme qui va, elle cogne ailleurs, elle revient, elle dit monsieur, je suis c'est la mauvaise foi. Parce que puisque tu as dit, puisqu'on s'est dit qu'on s'abstient jusqu'au mariage là, on reste comme ça. Et là, en ce moment-là, c'est dangereux. L'autre aussi aspect, c'est que si c'est le monsieur qui impose la règle, les filles, souvent entre elles, font des causeries. Quand elle va sortir, entre elles, les filles, celle-ci dira, ben écoute, j'ai fait une expérience là, c'était formidable. L'autre dira que, waouh, là j'ai découvert une pause, voilà, et puis qui est ceci? Est-ce que vous voyez? Maintenant, à ce niveau, eh ben, elle se pose des questions, elle se dit, mais finalement, là, chez moi, c'est comment? Et c'est en ce moment, elle va commencer par développer des idées, aller chercher ailleurs. Pourquoi ne pas s'asseoir ensemble, discuter avec son partenaire, si réellement, nous voulons aller jusqu'au mariage, ou bien, on peut par moment se faire plaisir. Maintenant, qu'est-ce qui justifie le fait que vous vous êtes dit que vous devrez rester, s'abstenir jusqu'au mariage? On a vu les gens dans ce pays dire que, ben, écoute, je vais m'abstenir jusqu'au bac. Et c'est devenu la règle d'or. Hein. Pas de sexe avant le bac. Pas de sexe avant le bac. Et dès qu'on a le bac, Dieu seul sait ce que ça devient. Le soir là même, il y a des filles. La dernière fois, j'ai dit ça ici, vous avez ri. Il y a des filles qui se font dévierger. Il y a d'autres filles qui découvrent l'amour autrement. Et après, les conséquences sont là. Ces personnes, on n'a pas pris le temps d'échanger avec ces personnes, de les outiller, de les former. Alors la personne s'est dit simplement, après le bac, je commence. Et après le bac, elle s'est lancée. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Les conséquences sont là. Des grossesses indésirées, des maladies par ici, par là. Alors moi, c'est pour ça, moi je dis, il faudrait qu'on amène les gens à comprendre pourquoi est-ce qu'on dit ceci. Et si tu veux réellement aller prendre des dispositions et que cela ne soit pas pour toi, comment je vais dire ça, comme une drogue. Tu dois tout le temps en consommer, sinon tu ne seras pas tranquille. Et là, c'est dangereux. Quand on devient addict du sexe, on ne peut rien. Bon, moi je vais, peut-être pour conclure, je vais dire aux parents d'éduquer sexuellement leurs enfants. C'est très important. Dès que l'enfant commence à grandir un peu, rentre dans l'adolescence, éduquez vos enfants sexuellement et en même temps, parlez-leur des principes, des vertus. Si vous êtes chrétien, si vous êtes musulman, si vous êtes animiste, etc., parlez de ce que vous savez, de ce qui est noble, de ce qui est bien à vos enfants. La Bible dit, instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc, c'est très important d'instruire les enfants ou bien les jeunes sur le chemin qu'ils doivent suivre. L'abstinence, c'est une bonne chose, mais aussi, si on ne sait pas dans quel sens est-ce qu'on le fait, ça peut nuire aussi. Et aussi, le sexe, ça donne du plaisir, ça fait qu'on est épanoui dans certains aspects de nos vies, mais en même temps, si on le fait de manière excessive, ça peut nous créer beaucoup de problèmes, des problèmes spirituels, des problèmes de santé qu'on ne peut pas, on ne peut pas vaincre. Donc moi, c'est ce que je peux ajouter. Ok, merci beaucoup Gisèle, très belle conclusion. Je pense qu'on ne va rien ajouter. S'il te plaît Jacques, on est vraiment talonné par le temps. On va y aller avec l'info du jour. Lundi, il m'a suivi. C'est pas grave. Info du jour. Allez, comme ça, je veux quel temps. Au Nigeria se tient une conférence panafricaine sur l'intelligence artificielle. Des représentants de plus de 30 pays échangent sur le potentiel, les opportunités et les défis de cette nouvelle technologie sur le continent. Précision avec nos confrères de Africa News. Au moins 20 personnes ont perdu la vie au Maroc et en Algérie dans des inondations provoquées par des pluies torrentielles qui ont frappé des zones rurales
de ces 2 pays d'Afrique du Nord au cours du week-end. Plusieurs autres manquent à l'appel selon les autorités. Sur le plan matériel, des habitations ont été emportées par la force des eaux. Et dans les régions les plus isolées, les infrastructures vitales ainsi que des routes ont été sévèrement endommagées. Rachid El Khalfi, porte-parole du ministère marocain de l'Intérieur, a qualifié ce phénomène climatique d'exceptionnel et précisé que les efforts de secours se poursuivaient pour rétablir l'accès aux régions sinistrées. Une situation critique qui ravive les souvenirs du séisme meurtrier survenu il y a tout juste 1 an dans le royaume chérifien. En Algérie, des secours ont été déployés dans des provinces désertiques touchées par ces intempéries. Voilà, c'était donc l'info du jour. Tout de suite à la publicité. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Voilà, c'était donc la publicité. Je rappelle que vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et tout de suite à l'hôpital. Aujourd'hui, donc, à l'hôpital, Gisèle a décidé de nous dire pourquoi il y a un service de garde à l'hôpital. Justement, Blandine, aujourd'hui, nous allons parler du service de garde. Et nous savons que la plupart du temps, on a des professionnels de santé autour de nous qui disent « je suis de garde, je suis de garde ». Ben, on se demande c'est quoi exactement quand on dit « je suis de garde ». Comme des militaires. Hein. C'est quoi C'est quoi surtout que je suis de garde à l'hôpital c'est quoi? On va le découvrir. Tout ce qui rentre dans cette expression de suite de garde, on va le découvrir tout à l'heure dans cette interview du docteur Agbochon. Suivez. Un service de garde à l'hôpital permet une continuité des soins à l'hôpital. Donc ça permet de toujours continuer à faire des soins aux patients les jours fériés et même les nuits. Donc c'est pourquoi dans tous les hôpitaux, pour garantir une forme de sécurité sanitaire à nos patients, nous avons toujours un service de garde. Donc, à l'hôpital, généralement, ce qui se fait, c'est d'être par rotation. Donc, tous les services avec un calendrier bien précis. Donc, on fait les gardes en fonction de la spécificité de chaque service. Lorsque vous prenez par exemple le service de chirurgie, ils savent bien qu'il y a des patients qui peuvent toutefois débattre
à n'importe quel moment. Donc les opérations d'urgence peuvent être programmées à n'importe quel moment. Donc du coup, le service de garde va avoir des personnels qualifiés associés à cette tour de garde-là. Donc, et après, il y a toujours cette coordination qui se fait à la garde, même depuis la caisse, l'enregistrement du patient jusqu'à ce que le patient ne soit reçu à un service de garde ou d'urgence. Il y a toujours cette organisation qui est conservée la nuit, même si c'est une organisation minime, ça permet quand même d'acheminer facilement les patients vers les structures adéquates pour leur bonne prise en charge. De façon globale, dans chaque spécialité, il y a un service de garde, c'est-à-dire un service où on a un professionnel de santé, un spécialiste du service qui va assumer la garde. Parce qu'on ne peut pas prévoir. L'hôpital, on est toujours dans l'anticipation. Donc, ce qui fait que pour chaque spécialité, si nous prenons par exemple la gynécologie, les nuits ou les jours fériés, il va y avoir forcément une femme enceinte qui serait en travail, qui passera à la garde. Donc, il faut nécessairement le faire. Et si au cours de cette garde, la femme enceinte qu'on reçoit, cette femme doit être opérée directement, il faut qu'au bloc opératoire, qu'il y ait un anesthésiste, il faut qu'il y ait des sages-femmes, il faut qu'il y ait un gynécologue, obstétricien qui va opérer cette dame, et le cheminement juste après, le suivi de cette femme aussi doit se faire. Donc, ce qui fait que pour chaque service, il y a toujours un médecin, un spécialiste, un infirmier, presque tous les professionnels de santé seront là. Mais ils seront là en nombre restreint, en nombre réduit, pour assurer le minimum jusqu'au lendemain matin. La durée d'une garde dans les hôpitaux dépend des spécificités des services et aussi de la politique interne de l'hôpital. D'accord. Ailleurs, vous allez voir que les gardes peuvent démarrer déjà à partir de 16h. Les gens vont prendre leur garde à partir de 16h. D'autres prendront leur garde à partir de 18h. Alors, ça varie aussi en fonction des jours. Si on est, par exemple, si on prenons les week-ends, les jours fériés, la garde peut démarrer très tôt le matin, à 8h, et c'est des 24 heures des fois. Aujourd'hui, avec la législation au Togo, on ne fait plus de garde continuelle comme cela. Donc, on donne. C'est une réalité aussi parce qu'après la garde, il faut quand même donner le temps aux professionnels de santé de se reposer pour reprendre ses forces et revenir 2 jours ou 1 jour plus tard et reprendre ses services normaux. Alors, nous venons de le suivre, les services de garde sont tellement importants dans les hôpitaux, dans les CMS, dans les CHR, dans les CHU. Ils jouent vraiment un rôle très indispensable parce que dans la nuit ou même dans les jours fériés, s'il y a un problème de santé, ton enfant tombe malade, ces genres de trucs, c'est eux qui assurent la continuité des soins. Alors, je peux dire que, bon, on se pose des questions. Des fois, quand on vient la nuit comme ça, on voit des médecins qui dorment, les infirmiers qui dorment alors qu'ils sont de garde. C'est juste pour attirer l'attention des patients d'être patients ou d'être indulgents parce que le travail n'est pas facile. La plupart du temps, quand les médecins descendent de garde, ou bien que ce soit n'importe quel professionnel de santé, quand ils descendent de garde, ils ont normalement 24 et 48 heures de repos. Mais la plupart du temps, ils n'arrivent pas à se reposer parce qu'ils sont sollicités ailleurs. Certaines choses qui font qu'ils ne sont pas vraiment, ils ne se reposent pas suffisamment pour attaquer encore. Donc, il faudrait qu'on soit indulgent par rapport à cela et par la même occasion attirer l'attention des professionnels de santé que c'est la vie humaine qu'ils ont entre leurs mains, donc de faire leur possible pour pouvoir satisfaire les gens, que ce soit tard dans la nuit, que ce soit dans les jours fériés, etc. ou même les week-ends. Alors, je dirais également que les services de garde se font par rotation. Ça dépend du nombre de personnes qui est dans l'hôpital ou bien dans le dispensaire ou bien dans la formation sanitaire. C'est en fonction de cela qu'on programme les services de garde. Donc, une fois encore, soyons indulgents, chers patients. C'est pas facile. C'est vrai, soyons indulgents, c'est pas facile. Et tu as dit quelque chose qui a retenu mon attention. Il faudrait que les professionnels de santé aussi retiennent qu'ils ont entre leurs mains des vies humaines, donc qu'ils y pensent. Et puis, bon, vous savez, c'est le niveau de vie aussi qui fait que parfois on descend de garde, on va ailleurs parce que, voilà, pour essayer de joindre les deux bouts. Et pour la petite précision, il faudra aussi savoir que quand on parle de la garde, n'oublions pas aussi qu'il y a aussi les pharmacies de garde qui sont là pour nous servir. Et quand on va là-bas également, ce sont des professionnels qui sont là, qui veillent toute une nuit
pour que nous venions chercher les médicaments ou encore voilà, de nous trouver des produits qu'il faut. Donc moi je salue ces deux corps de métier là qui font beaucoup. Sans eux, merci on se demande ce qu'on sera dans la nuit. Vraiment, ils font beaucoup. Ce n'est pas facile. Bon, c'était tout pour à l'hôpital de ce matin. Merci beaucoup Gisèle. Merci, nous allons poursuivre cette émission avec une pause et nous revenons avec notre invité qui sera déjà installé sur ce plateau. Toujours bien concentrés, leur meilleur ami c'est les deux. Coucou à tous mes camarades de classe, hein, je me rappelle de vous, bisous à vous. Je ne vais pas citer de nom pour faire des jaloux. Tu penses que c'est toi, je suis des camarades de classe. Coucou à vous. En tout cas, nous sommes encore de retour sur ce plateau dans cette émission et en compagnie de notre invitée du jour, Madame Ange Tetekwe. Elle est éducatrice spécialisée et avec elle, nous allons parler de comment bien préparer son enfant à l'entrée
en maternelle. Bonjour madame. Bonjour Tata Blandine. Comment vous allez? Je vais bien. Blandine, ça va. D'accord. Bonjour Blandine. Aïe, comment vous allez? Je vais bien et vous? Je vais bien également. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau de bien-être avec vous tous. Oh là là! En tout cas, le plaisir est partagé. Laissez-moi vous dire que vous êtes très ravissante. Merci beaucoup. Oh là là. Alors, madame, dites-moi quelles compétences de base les enfants doivent-ils maîtriser avant d'entrer en maternelle? Merci. Être prêt pour entrer en maternelle ne signifie pas savoir lire l'alphabet, savoir écrire son nom et tout. Ça signifie tout simplement que l'enfant doit pouvoir acquérir certaines compétences, être mature et surtout être autonome. Voilà un peu. Dans les compétences sociales que l'enfant doit acquérir, il y a les notions de partage, les notions de patience, les notions du pardon, de la tolérance. Et aussi, il y a l'autonomie. L'enfant doit être autonome, être propre, savoir manger tout seul, même s'il y a un peu de désordre. Savoir communiquer, c'est important, acquérir un peu le langage. Et aussi, ce qui est important, il faut préparer l'enfant à la gestion de ses émotions. Les différentes émotions comme la peur de la séparation, la colère, la frustration, la tristesse. Donc tout ce travail-là doit être fait au préalable avant de pouvoir faire entrer un enfant en maternelle. J'avoue que c'est un travail on dirait un livre. C'est un travail la manière dont on se réveille un matin comme ça et puis on dit bon, tu vois là, tu as trop traîné à la maison, tu as déjà 3 ans, je t'envoie. Donc ce n'est pas comme ça, ça doit se faire. Pour préparer l'enfant. L'enfant doit être préparé, oui. Et puis généralement, on dit l'enfant là me dérange trop à la maison. Il m'avoue. Il m'avoue. Il faut aller, je vais me débarrasser de toi quoi. Et parfois, l'enfant n'a pas encore atteint un niveau comme madame vient de le dire. On pousse l'enfant, on envoie l'enfant et puis voilà, pour qu'on soit tranquille à la maison. Et tout de suite, dans les explications de madame, elle a parlé d'autonomie. Alors moi, ça retient mon attention. Comment est-ce que les parents doivent aider leur enfant à avoir une certaine autonomie à la maison avant qu'ils ne viennent à la maternelle, parce que c'est important. Il ne s'agit pas de grand chose en ce qui concerne l'autonomie. Ce sont les petites habitudes du quotidien que nous avons à la maison, comme le rangement des jouets par exemple, comme les petites routines du matin, se lever, brosser les dents, se laver les mains à chaque fois qu'on revient de quelque part, ranger ses chaussures à un endroit précis. Toutes ces petites règles, même à table pendant les moments de repas, être assis, ne pas faire trop de désordre, ne pas bouger. Toutes ces petites règles-là qu'on instaure dans la vie familiale au quotidien nous permet d'inculquer aux enfants des petites notions pour leur permettre d'être autonomes. J'ai envie de retourner à la maternelle. Moi, j'avais 5 ans quand je faisais la maternelle, vous imaginez. C'est intéressant. Tu étais le joyeux de la classe. Je n'étais même pas le joyeux de la classe, mais la façon dont on dansait, on chantait là. Ça me manque quoi. Alors parlons de danser, chanter, tout ça. Dans votre intervention tout à l'heure, vous avez parlé de comment ranger les jeux, les enfants doivent apprendre tout cela. Alors moi, j'aimerais vous poser cette question. Quelles sont les activités ou les jeux que vous pouvez recommander aux parents pour aider les enfants dans la socialisation avant leur entrée à l'école? Merci. Avant d'entrer à l'école, il faut surtout que les enfants puissent sortir du cocon familial, faire des activités de groupe, jouer avec les pères et se familiariser avec d'autres personnes à part les frères à la maison. Donc cela leur permet de voir de nouveaux visages et de pouvoir tolérer certaines choses. Et ils acquièrent beaucoup de choses. Et les jeux concernant les jeux qui ont des consignes, de petits jeux auxquels l'enfant doit patienter un peu avant que ce ne soit son tour. L'enfant acquiert la notion de patience. Les jeux où on gagne
l'enfant doit apprendre à gérer sa frustration, sa colère parce que l'autre a gagné. Donc ce sont de petits jeux-là qui permettent à l'enfant de pouvoir de bien s'intégrer. Voilà, socialement. Même le langage, hein, les échanges, l'interaction qu'il a avec les autres lui permet de développer mieux son langage, son vocabulaire. En tout cas, par rapport à votre intervention, moi je comprends une chose, l'école fait quand même un gros travail. L'école fait un gros travail et on remarque qu'il y a de ces enfants-là, dès la rentrée, dès le premier jour, ils ont une certaine crainte d'aller à l'école, de rentrer dans la classe, d'affronter leur nouvelle tata. Oui. Bah, dites-moi, comment est-ce que l'école arrive à intégrer ces enfants-là malgré leurs craintes? Merci. Je ne suis pas dans le système éducatif scolaire. Moi, j'interviens dans un cabinet de psychologie clinique mieux-être. Mais à mon entendement, l'école doit pouvoir, ou la tata, doit pouvoir rassurer l'enfant, l'apaiser par des mots, des paroles, lui dire par exemple que maman sera là bientôt pour te chercher, papa viendra bientôt, tata viendra bientôt. Il y a des enfants capricieux sur le bureau. L'enfant pleure du matin jusqu'au soir. Oui, pouvoir l'apaiser, peut-être le faire répéter lui-même que maman sera bientôt là. Il peut répéter la phrase et que je serai bientôt à la maison en famille avec tout le monde. S'il y a peut-être une montre là-bas, lui montrer la petite aiguille lorsque ça sera sur tel chiffre, même s'il ne connaît pas le chiffre, mettre le doigt dessus, lui montrer, lorsque la grande aiguille sera ici, maman serait là, tout ça là. Donc, il faut aussi avoir des jouets, de multiples jouets à l'école pour que les enfants adorent les jouets. Ça va les distraire, il sera attiré par ça et pourra gérer au mieux sa crainte et puis ses difficultés de séparation. Et tout de suite, madame, dans son intervention, je vais revenir quand même là-dessus. On a parlé des émotions. Quand l'enfant gagne, l'enfant doit apprendre à gérer ses émotions. Et ces émotions-là, parfois, nous conduisent jusqu'à l'école. Parfois, on a peur d'aller à l'école, la peur de se séparer de ses parents. Et il y a même des parents qui ont peur de se séparer de leurs enfants aussi. Et il y a des parents même qui vous diront, le premier jour, je n'ai pas envie de voir mon enfant parce que je vais pleurer. Ça arrive, bien sûr. Je vais pleurer. Quel conseil donnerez-vous aux parents dans ce sens? D'abord, j'inviterai les parents, c'est un travail préparatoire, préalable, de discuter, avoir une discussion positive avec les enfants concernant le fait d'entrer en maternelle ou bien d'entrer à l'école. C'est un nouveau lieu où tu vas acquérir de nouvelles connaissances, de faire de nouveaux amis, apprendre de nouvelles choses, rendre le lieu attrayant pour l'enfant. L'impliquer dans l'achat des fournitures, des cahiers, des habits, des choses neuves, là, l'impliquer et aussi permettre à l'enfant de passer un peu de temps, on appelle ça une séparation courte, avec d'autres personnes avant son entrée à l'école. C'est-à-dire, on peut confier l'enfant aux grands-parents ou bien des amis durant juste un après-midi ou quelques heures. Même là où j'interviens, on reçoit des enfants comme ça pour mieux les préparer à entrer à l'école. C'est ça que vous appelez garderie là, non? Non, c'est le cabinet, c'est un cabinet de psychologie où les gens sont formés pour encadrer les enfants, pour mieux les préparer à aller à l'école au moment opportun. Je parle de la séparation, c'est-à-dire que parfois, je vois passer, quand je passe, je vois une garderie pour enfants, c'est-à-dire que parfois, on peut juste amener l'enfant. Oui, les garderies ont plusieurs objectifs. Certains gardent juste les enfants pour que les parents puissent vaquer à leurs occupations. Et l'endroit spécialisé dont moi je parle, c'est un endroit conçu où il y a un programme où les enfants suivent pour mieux, puisqu'il y a un psychologue, pour mieux gérer la séparation pendant ce moment-là, pour que l'enfant puisse acquérir des compétences sociales, comme j'avais dit tout à l'heure, et la patience à travers des jeux, l'autonomie, être propre et acquérir le langage, son interaction avec les autres. Donc c'est un endroit où il y a un programme bien conçu pour pouvoir
aider l'enfant. Et aussi, on prépare aussi les parents en ce sens, comme vous venez de le dire. Il y a des discussions avec les parents concernant les difficultés même qu'on rencontre avec les tout-petits, selon l'âge, selon son développement. S'il y a un souci, on fait part aux parents et ensemble, on arrive à... C'est très important. Parce que les enfants de 3-4 ans là d'aujourd'hui, ils te sortent des phrases. Tu as choqué. Et si tu ne sais pas faire, si tu n'as pas une certaine passion, tu vas oublier que c'est un enfant et tu vas lui porter main. Voilà. Franchement. Donc je pense que c'est une très bonne chose que l'on accompagne psychologiquement les parents aussi pour pouvoir être apaisés dans les cas où franchement ils ont des enfants. Alors moi j'aimerais toujours dans la même dynamique savoir, parce que quand les enfants se séparent des parents, ils vont à l'école, ils vont dans la classe, ils sont dans la classe avec d'autres enfants et tout, on leur donne des consignes, des règles à respecter. Mais non, quel est le rôle des parents? Comment est-ce que les parents doivent faire pour préparer ces enfants-là à pouvoir respecter les consignes ou les règles qu'on leur donnera en classe? Il faut d'abord que le parent soit en contact avec l'école. Il faut que la communication se fasse entre école et maison, que l'enfant sente qu'il y a une relation étroite entre l'école et la maison. Et il faut aussi que le parent discute avec la maîtresse ou le monsieur, celui qui encadre l'enfant, pour voir le manquement de son enfant, les attentes par rapport à son enfant et voir ensemble comment améliorer et pour pouvoir, pour que l'enfant puisse bien évoluer. Et il faut aussi que l'enfant à la maison comprenne qu'à l'école, c'est le tata qui représente l'autorité. Et les parents doivent faire comprendre à l'enfant que durant les heures de classe, c'est à tata que tu dois obéir, c'est à tata que l'enfant doit intégrer ça. C'est un apprentissage. Avec les enfants, ce sont des apprentissages au quotidien. Il n'y a pas d'apprentissage. Moi, je me dis tout le temps que franchement, les tatas là, chapeau à vous. Chapeau. Non, franchement, parce qu'à la maison, c'est carrément impossible de gérer des enfants. À un certain niveau, toi-même, tu es lassé de ça. C'est pour cela qu'il faut une routine à la maison. Il faut élaborer une routine. Quand l'enfant se lève le matin, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est la répétition qui fait que l'enfant devient un peu ordonné. Pas totalement, mais il faut à chaque fois répéter les choses avec les enfants. Faire la même chose. Il ne faut pas qu'un autre jour soit différent d'un autre. Vous le perturbez. Il faut que les jours se ressemblent, surtout les jours d'école, pour qu'il n'y ait pas de difficultés à le faire. Il faut que ça se ressemble. Et l'enfant, au fur et à mesure, c'est comme on le dresse, c'est comme un enfant. Il apprend, il intègre. Mais quand tout est sans dessus-dessous, maman se lève, elle court par-ci, tout le monde court par-là, l'enfant est embrouillé. Voilà. Moi, ne serait-ce que la discussion, si on avait fait ça là, je serais content d'aller à la maternelle parce qu'on m'a juste appris, tu as grandi. Tu vas aller à l'école, tu vas penser par aller à l'école maintenant. Au début, j'étais content. Mais après, quand j'ai entendu parler du bâton là, je me suis dit, on dirait que ce serait compliqué. Mais j'étais très enthousiaste. Mais le premier jour, les pleurs. Et c'est fini. Tous les matins, quand vous attendez les pleurs là, le prince démarre. Il y a des fois où même les parents disent à l'enfant, tu es trop turbulent. On va t'amener à la maternelle. On va te réglementer. Te taper là-bas. Non, quand la pensée arrive là, l'enfant mène la vie durant la tata. C'est des comportements qu'il ne faut pas adopter devant l'enfant, l'insulter, parce que ça rend faible l'estime de l'enfant. Et quand l'estime est faible, l'enfant n'a pas confiance en lui et l'enfant est vulnérable. Tout ce qui arrive, il n'est pas confiant. Il faut que le parent prouve à l'enfant qu'il a confiance en lui. Et ça renforce aussi sa propre confiance. Quand, par exemple, le parent vient déposer l'enfant à l'école, il faut qu'il fasse un au revoir bref et puis affectueux. Et l'enfant sent que le parent a confiance en ses capacités, qu'il peut rester à l'école sans lui. Et cette confiance qu'il sent de son père ou bien de sa mère le renforce davantage. Et l'enfant, toute la journée, peut bien se sentir. En Afrique, là, on n'aime pas faire ces choses-là, les câlins aux enfants, les dolotés, on ne fait pas. Chaque fois, c'est la brutalité. Mais les parents, arrêtez un peu. Oui, il faudrait qu'on revoie un peu
nos habitudes. Et parlant même d'habitude, moi, en tout cas, moi je l'ai toujours dit sur le plateau, il y a de ces parents-là qui n'ont pas encore fini leur éducation et qui deviennent parents. Non, c'est sérieux ce que je vous dis là. Et qui deviennent parents. Et vous venez tout ce qu'on vient de détailler là, ces personnes-là, comment elles arriveront à gérer tout cela? Et moi je dis, c'est l'occasion, madame, dites-nous, comment est-ce que ces personnes-là peuvent amener l'enfant à avoir une certaine routine quotidienne, parce que dans certaines maisons, je vous dis, je sais de quoi je parle. Vous arrivez, elle dit qu'elle est maman, mais quand l'enfant se lève là, il y a quoi? Tu veux faire quoi? Elle va faire pipi, non? Pourquoi tu ne vas pas faire pipi ici? Vous voyez, donc tout ça là, ce serait compliqué en fait à l'enfant d'avoir une routine quotidienne, alors qu'ailleurs vous allez, l'enfant se lève le matin, l'enfant prend sa direction. L'enfant est habitué, quand vous voyez l'enfant faire des choses, l'enfant vient dire maman je vais brosser les dents. Mais il n'y a pas ça. Comment est-ce qu'on peut aider ces personnes? Oui, il ne faut pas avoir honte de demander des conseils, de demander qu'on nous apprenne. C'est des parents qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'être sensibilisés par rapport à plusieurs choses concernant l'éducation de l'enfant. L'éducation, c'est une chose, c'est un apprentissage aussi. C'est un processus, voilà. Et au fur et à mesure, il faut qu'ils approchent les gens avertis, pour qu'ils puissent, en fonction de l'enfant, parce que ça dépend aussi des enfants, en fonction de l'enfant, pouvoir adapter une certaine méthode, une certaine règle pour que l'enfant puisse accompagner. Parce que je le dis toujours, les enfants, il faut toujours l'apprentissage, la répétition, et ils intègrent. Ils intègrent. Un enfant, quand tu, par exemple, as l'habitude de même les bébés, tu fais sortir son biberon, il commence à s'agiter parce qu'il sait déjà qu'il doit manger. Donc, le cerveau est programmé pour ça. Donc, c'est les habitudes qui font que l'enfant fonctionne comme on veut. Les personnes averties, c'est important. Parfois, on va se confier à certaines personnes qui n'ont aucune notion du genre. L'enfant fait ça là, c'est pas bon. Et je sais ce qu'on donne comme conseil là-bas. Alors, on a eu à parler à cette chose, mais non, supposons que l'enfant a démarré les cours. L'enfant est maintenant en maternelle. Comment est-ce que les parents peuvent rester impliqués dans l'éducation scolaire de leurs enfants? Oui, comme je l'avais dit préalablement, il faut que dès le retour de l'enfant de l'école, le parent s'implique, qu'il demande à l'enfant comment il a passé sa journée, quelles ont été ses difficultés sur le plan scolaire et relationnel. Est-ce qu'il a bien travaillé, comment il s'est entendu avec ses camarades, même avec Tata, comment ça s'est passé. Il faut que l'enfant sente que le parent est impliqué et sur le plan scolaire et relationnel. Il faut aussi que le parent soit en contact, voilà, avec les maîtres ou l'école pour savoir les difficultés de son enfant et comment s'y prendre pour pouvoir y remédier. Et il faut aussi que le parent, il y a certaines règles à l'école, comme les réunions de parents d'élèves, des fêtes de réunion là. Ouais, c'est fatigué. C'est important. C'est important. Des fêtes de fin d'année, quand l'enfant preste, il faut la présence du parent pour l'encourager, tout ça là. Ça prouve à l'enfant que son parent est impliqué vraiment dans sa vie scolaire. Mais franchement, je n'ai pas eu envie qu'on finisse. Il y a tellement de choses à dire. Voilà, nous tendons justement vers la fin de notre entretien et de cette émission d'ailleurs. Alors, madame, dites-nous, quel conseil donneriez-vous à ces parents-là qui sont en train de nous regarder, parce que la rentrée scolaire, si je ne me trompe pas, c'est le 16, qui se cherchent encore. Ok. Ils sont perdus. Oui, aux parents, comme c'est une entrée en maternelle sur le thème, j'inviterai les parents à permettre aux enfants de sortir, de découvrir de nouvelles choses, de faire des activités de groupe, des activités à plein air, pour que les enfants puissent acquérir des compétences sociales que j'avais citées. Il y a des centres spécialisés pour ça et le cabinet de psychologie clinique mieux-être est spécialisé pour ça et facilite aussi la séparation des parents et de l'enfant. Même avec le parent, comme vient de le dire monsieur, il y a certains parents qui ont des séparations difficiles qui n'arrivent pas. Donc toute cette préparation-là, c'est avec la famille et permettre à l'enfant de pouvoir bien s'intégrer à sa vie d'élève, d'écolier.
Merci beaucoup, Madame Ange Tetekoué. J'espère que je prononce bien. Oui. Je rappelle que vous êtes éducatrice spécialisée. Avec vous, nous avons eu à discuter de comment bien préparer son enfant à l'entrée en maternelle. Ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. En tout cas, merci beaucoup pour vos conseils. Merci. Merci à vous, Gisèle et Jacques, de m'avoir accompagné durant ces 1 heure de temps. J'irai voir mon futur enfant aussi. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés en ce jour, Monsieur Sylvain, Monsieur Apollinaire, ainsi que Monsieur Patrick, je n'oublie pas bien entendu Prosper. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs de SOS Docteur TV et surtout de l'émission Le Plateau du Bien-être. On se retrouve demain avec la même énergie, avec la bonne humeur et vous le savez, les vendredis, c'est chaud par ici. Ne ratez surtout pas. Au revoir.